Alors, cette série de défaites et de massacres qu'on vient d'évoquer avait considérablement affaibli l'OLP. Mais les dirigeants des grandes puissances ne souhaitaient pas sa disparition. On a vu comment ils lui ont permis d'échapper à l'armée israélienne en quittant Beyrouth. Pour les chefs d'État occidentaux, Arafat était un interlocuteur responsable qu'il fallait garder en réserve au cas où il y aurait besoin de lui pour jouer le rôle de pompier face à un mouvement de révolte des Palestiniens. Et c'est ce qui se produisit à la fin des années 1980 avec l'éclatement de l'intifada dans les territoires occupés par Israël. Pendant les 20 premières années de l'occupation israélienne, la Cisjordanie et Gaza ne connurent pas de mouvement de révolte important. Si ces territoires ne furent pas annexés, ils furent intégrés à l'économie israélienne. Les Palestiniens obtenaient facilement des permis de travail qui leur permettaient de se rendre en Israël et d'y occuper les emplois les plus mal payés dans le bâtiment, la restauration, dans les usines, dans les exploitations agricoles. Mais pour obtenir un permis de travail, il fallait en passer par l'administration militaire. Et il en était ainsi pour toute démarche. L'armée israélienne se targuait de pratiquer une occupation humaine. Mais une occupation humaine et respectueuse des populations, ça n'existe pas. Les Palestiniens devaient subir l'arbitraire et les humiliations permanentes. Ceux qui étaient soupçonnés de sympathie pour l'OLP étaient persécutés, ainsi que leurs familles. Cette situation d'oppression finit par provoquer une explosion de colère dans tous les territoires occupés, en particulier dans la jeunesse. La première intifada, ce qui veut dire soulèvement en arabe, a commencé en décembre 1987. Pendant plusieurs années, des jeunes Palestiniens, souvent de moins de 15 ans, affrontèrent l'armée israélienne avec des frondes comme seules armes. On a parlé de la guerre des pierres, mais du côté israélien, les soldats répliquaient, eux, en tirant à balles réelles. Le ministre de la Défense israélien, le travailliste Yitzhak Rabin, donna pour consigne à ses troupes de briser les os des lanceurs de pierres. Mais cette répression qui fit des milliers de morts alimentait davantage encore la colère et la haine des Palestiniens. Ce fut l'armée israélienne qui s'usa et se démoralisa. En son sein, les jeunes soldats qui accomplissaient leur service militaire comprenaient de moins en moins pourquoi on les transformait ainsi en tortionnaires. Cette évolution amena les dirigeants israéliens à changer d'attitude vis-à-vis des organisations palestiniennes. Ils entamèrent des négociations, ce qu'ils se refusaient totalement à faire jusque-là. Et le 13 septembre 1993, sous les auspices du président américain Clinton, Arafat et le travailliste Rabin, devenu Premier ministre après avoir remporté les élections un an auparavant, signèrent le premier accord d'Oslo, du nom de la capitale norvégienne où avait eu lieu l'essentiel des négociations. Ce texte prévoyait la mise en place d'une autorité palestinienne sur des zones autonomes et un calendrier de négociations qui devait aboutir à la création d'un État palestinien dans les frontières de la Cisjordanie et Gaza, ressuscitant ainsi l'État arabe mort-né de 1947. En septembre 1995, un deuxième accord fut signé, l'accord d'Oslo II, qui définit le statut de la Cisjordanie en la découpant en 3 zones. Seules les zones A et B étaient gérées par l'autorité palestinienne. La 3e zone, représentant plus de 60% des territoires cisjordaniens, dont la totalité des colonies, restait sous le contrôle de l'armée israélienne. Malgré tout, après des années d'occupation et d'humiliation, les attentes des Palestiniens étaient fortes et ils avaient le sentiment d'avoir remporté une victoire. Mais c'est certainement de ce sentiment que les dirigeants israéliens se méfiaient. Ils entendaient bien conserver la maîtrise de la situation et continuer de montrer que le rapport de force était toujours en leur faveur. Les dirigeants israéliens
envisagèrent-ils réellement d'aller jusqu'à reconnaître un véritable État palestinien? On peut en douter, au vu de leur attitude durant la période qui s'étala sur 7 années, entre 1993 et 2000. On a parlé d'un prétendu processus de paix, parce que, à la différence de la période précédente, des émissaires israéliens acceptaient de rencontrer des représentants de l'OLP lors de sommets qui se succédaient sans qu'ils n'en sortent rien. En réalité, du fait de l'intifada qui les avait mis en difficulté, les dirigeants israéliens avaient été contraints de concéder un embryon d'État aux Palestiniens. L'autorité palestinienne avait son siège à Ramallah, en Cisjordanie, et elle était dotée d'une administration et surtout d'une police. Sur les 135 000 fonctionnaires que finit par compter l'autorité palestinienne, la moitié travaillait dans les différents services de sécurité. Cette police a acquis rapidement la réputation d'être pire que l'armée israélienne, avec laquelle elle collaborait pour réprimer les militants trop remuants. De ce point de vue, l'objectif des dirigeants israéliens a été atteint. Et aucun des successeurs de Rabin après 1995 ne voulut aller plus loin que cette autonomie très limitée qui transformait une partie des Palestiniens en gardiens de l'ordre et en supplétifs de l'armée israélienne. Durant la période du prétendu processus de paix, les conditions de vie de la majorité de la population dans les territoires occupés ne firent qu'empirer. La répression s'est aggravée et la colonisation ne s'est jamais arrêtée à un seul moment. Mais même fantomatique et sans être reconnue officiellement comme un État à part entière, l'autorité palestinienne a servi, dans la mesure de ses faibles moyens, les intérêts d'une couche privilégiée. Il y avait tous ceux qui pouvaient profiter du clientélisme, les fonctionnaires en situation d'obtenir des pots de vin. Il y avait même de vrais bourgeois, descendants des vieilles familles de notables palestiniens qui, vivant dans les pays du Golfe, ont mis la main sur les sociétés d'import-export qui se sont créées après 1995. L'autorité palestinienne a eu ses nouveaux riches, ses nouveaux nababs, comme on les a appelés, alors que la majorité de la population palestinienne connaissait le chômage et des conditions de vie de plus en plus difficiles. Parmi les Palestiniens, la déception fut aussi forte que les attentes avaient été nombreuses et elle entraîna le discrédit du Fatah. L'organisation islamiste du Hamas vit alors son audience augmenter, bénéficiant du fait qu'elle n'avait jamais accepté de reconnaître les accords d'Oslo. Les membres fondateurs du Hamas étaient issus de la confrérie religieuse des frères musulmans, apparue en Égypte avant la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils créèrent une association islamiste à Gaza en 1970, les autorités d'occupation israéliennes les laissèrent développer leurs activités pour diminuer l'influence de l'OLP. Ils purent ouvrir des lieux de prière qui étaient aussi de véritables centres sociaux avec des dispensaires, des salles de sport et des distributions de repas dont pouvaient bénéficier les habitants des camps de réfugiés. L'administration israélienne autorisa la création en 1978 d'une université islamique à Gaza qui, au fil des années, put former des milliers de militants islamistes. Dans les années 1980, pour asseoir leur contrôle sur la population, les frères musulmans se livrèrent à des campagnes d'intimidation contre les mécréants, ceux qui boivent de l'alcool ou affichent leur athéisme. L'administration israélienne fermait les yeux, car elle se réjouissait de voir des militants de l'OLP attaqués par les islamistes qui ne se livraient par contre à aucune action contre l'occupation israélienne. Mais avec l'éclatement de la première intifada, les frères musulmans comprirent que s'ils voulaient conserver une influence, ils ne pouvaient plus se cantonner à la propagande religieuse, quitte à perdre la relative immunité dont ils bénéficiaient jusque-là. En décembre 1987, ils créèrent le Hamas, acronyme de Mouvement de la résistance islamique. Ils transformaient ainsi leur association en un parti s'engageant clairement dans une lutte contre l'occupation israélienne et revendiquant ouvertement la création d'un État palestinien fondé sur la loi islamique. En 1993,
Le Hamas se démarqua de l'OLP en manifestant son opposition aux accords d'Oslo, mais son influence resta limitée durant la période où la majorité des Palestiniens se réjouissait encore de la création de l'autorité palestinienne. Cela changea au fil du discrédit du Fatah et surtout avec l'éclatement de la deuxième intifada en septembre 2000. La deuxième intifada n'eut pas le caractère d'explosion de colère incontrôlée qu'avait pu avoir celle de la fin des années 1980. Parmi les jeunes les plus révoltés, beaucoup rejoignirent le Hamas et d'autres organisations islamistes qui s'étaient opposées aux accords d'Oslo, comme le djihad islamique, issu lui aussi du courant des frères musulmans. Les actions qui leur étaient proposées consistaient à mener des attentats suicides avec l'objectif de faire le plus de victimes possible en se faisant exploser dans des lieux publics, des autobus. Cette forme désespérée de lutte était particulièrement stérile. Mais les organisations islamistes ne cherchaient qu'à se donner une image de combattants pour accroître ainsi leur influence parmi les Palestiniens. La multiplication des attentats suicides créait un sentiment de terreur parmi les Israéliens et alimentait la haine encore à l'égard des Palestiniens. Le dirigeant de droite Ariel Sharon, dont on a déjà parlé à propos du Liban, devint Premier ministre en février 2001 en s'appuyant sur ces sentiments et en se présentant comme celui qui allait ramener la sécurité en intensifiant la répression contre les Palestiniens. Revenons à ce qu'avait été la politique des gouvernements israéliens avant la signature des accords d'Oslo. Il refusa tout contact avec l'OLP et lança une répression féroce. L'armée israélienne déploya des chars en Cisjordanie, bombarda des villes palestiniennes, allant jusqu'à raser des quartiers entiers avec des bulldozers sans avoir évacué au préalable la population. Le siège de l'autorité palestinienne à Ramallah, où se trouvait Arafat, fut assiégé pendant 2 ans, le privant à certains moments d'eau et d'électricité. Sharon n'avait pas l'intention d'annexer l'ensemble de la Cisjordanie. Il entreprit la construction d'un mur appelé barrière de séparation par les autorités israéliennes, présenté comme devant mettre fin aux attentats terroristes, en séparant définitivement Israéliens et Palestiniens. Son tracé permettait d'intégrer 65 colonies du côté israélien, mais aussi 11 000 Palestiniens et la grande majorité des 250 000 Palestiniens de Jérusalem-Est. Par ailleurs, poursuivre l'occupation de Gaza devenait trop difficile et coûteux. Sharon annonça un plan de désengagement unilatéral de Gaza, c'est-à-dire sans discuter de son application avec l'autorité palestinienne. L'armée israélienne quitta Gaza et les colonies juives furent démantelées. Sharon n'hésita pas à envoyer l'armée déloger les colons qui refusaient de partir. En août 2005, pour justifier cette décision, il déclara à la télévision israélienne, je cite, « Nous ne pouvons pas garder Gaza pour toujours. Plus d'1 million de Palestiniens y vivent dans des camps de réfugiés, surpeuplés, dans la pauvreté, sans espoir. » Sharon était très conscient de la situation des habitants de Gaza. Il savait parfaitement qu'en se retirant de cette façon-là, il prenait le risque d'ouvrir le chemin du pouvoir aux islamistes du Hamas. Cela faisait même probablement partie de son calcul, car c'était une façon d'affaiblir l'OLP. De toute façon, l'État israélien gardait le contrôle des points de passage, de l'espace aérien et maritime de Gaza, transformant ce territoire d'un peu plus de 12 km de large sur 42 km de long en une prison dont il gardait les clés. À l'issue de cette période de la deuxième intifada, une lutte violente pour le pouvoir, s'accompagnant d'affrontements armés, a opposé le Fatah, complètement discrédité, au Hamas. En s'appuyant sur sa police et avec le soutien d'Israël, le Fatah est parvenu à se maintenir au pouvoir en Cisjordanie. Son dirigeant, Mahmoud Abbas, a succédé à Arafat, qui est mort en 2004. Il lui a succédé comme président de l'autorité palestinienne. Mais c'est un président qui ne contrôle en réalité pas grand-chose en dehors de Ramallah, sa capitale. À Gaza, en 2007, disposant de forces supérieures, le Hamas est parvenu à prendre le pouvoir et à éliminer complètement le Fatah.
Il contrôle un petit appareil d'État avec 40 000 fonctionnaires officiellement enregistrés. Une partie importante, mais comme en Cisjordanie, appartiennent aux milices armées qui imposent leur dictature aux Gazaouis et tentent de faire régner l'ordre moral des islamistes. Le renforcement des organisations islamistes et de leurs idées réactionnaires dans la population palestinienne constitue un recul considérable sur tous les plans. L'OLP regroupait des organisations laïques, voire socialisantes, comme on l'a vu, et en leur sein, on ne faisait pas de distinction religieuse entre les militants, alors que les chrétiens représentent quand même 15% de la population palestinienne vivant en Israël. Le poids acquis par l'islamisme constitue aussi, mais beaucoup, un recul pour les femmes, dont beaucoup avaient acquis, grâce à leur éducation et à leur participation au combat politique, une place à l'égal des hommes au sein des organisations palestiniennes. Mais les Gazaouis ont surtout dû subir la politique terroriste des dirigeants israéliens. À partir de 2007, ceux-ci ont soumis la bande de Gaza à un blocus quasi total à certains moments. Par manque de carburant pour alimenter les générateurs, les coupures d'électricité, on ne parle pas de la guerre actuelle, mais les coupures d'électricité étaient régulières, ce qui privait aussi régulièrement les habitants d'eau potable, car les installations de dessalement de l'eau ne pouvaient plus alors fonctionner. Depuis plus de 10 ans, la majorité des habitants de Gaza survivaient exclusivement grâce à l'aide alimentaire distribuée par les organisations humanitaires. Les Gazaouis ont subi aussi les opérations militaires et les bombardements qui se sont succédés depuis 15 ans. À chaque fois, les dirigeants israéliens ont prétendu répondre ainsi aux roquettes tirées depuis Gaza par le Hamas, et ils disaient vouloir affaiblir le Hamas. Mais grâce à cet état de guerre permanent, ils lui ont au contraire permis d'asseoir son pouvoir et de faire taire toute contestation. On peut noter que c'est avec leur accord que le Qatar et l'Iran ont pu faire parvenir des fonds au Hamas pour qu'il puisse payer ses fonctionnaires. Permettre ainsi au Hamas de se maintenir au pouvoir à Gaza, c'était une façon d'affaiblir l'autorité palestinienne. Et de la part des dirigeants israéliens, ce n'était que la continuation de la politique qui les avait amenés à encourager le développement des courants islamistes pour contrer l'OLP dans les années 1970. C'est un calcul cynique que la population palestinienne a payé chèrement. Mais la population juive israélienne l'a payé aussi, car le renforcement du Hamas et des courants islamistes a alimenté la même évolution politique en Israël, avec l'accroissement de l'influence de l'extrême droite nationaliste et religieuse. L'actuel dirigeant du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, est parvenu, avec quelques intermèdes, à se maintenir au poste de Premier ministre depuis 2009, battant ainsi le record de longévité détenu jusque-là par Ben Gourion. Mais pour cela, il lui a fallu trouver des soutiens à l'extrême droite, qu'il a ainsi contribué à renforcer et dont il est devenu de plus en plus dépendant. À l'issue des élections de novembre 2022, pour obtenir une majorité à la Knesset, le Parlement israélien, Netanyahou a dû constituer une coalition gouvernementale avec des partis ultranationalistes et religieux d'extrême droite qu'en Israël, beaucoup désignent comme la version juive du Hamas. Le principal d'entre eux, le parti sionisme religieux, passé de 4 à 10% des voix aux dernières élections législatives, est devenu alors la troisième force politique. Son dirigeant, Bezalel Smotrich, partisan du développement de la colonisation juive en Cisjordanie et vivant lui-même dans une colonie, est devenu ministre des Finances. En plus, un ministère a été créé spécialement pour lui, au sein de celui de la Défense, afin de lui permettre d'appuyer la création de colonies juives en Cisjordanie. Il se dit partisan de l'annexion de la Judée et de la Samarie, reprenant les noms bibliques de la Cisjordanie dans un grand Israël. Il ne cache pas son racisme, déclarant ne pas accepter que sa femme accouche à côté d'une femme arabe. Il est donc partisan de la ségrégation dans toutes les administrations et les centres de santé. Enfin, pour compléter le portrait du personnage, eh bien, il se qualifie lui-même de fasciste homophobe. Le dirigeant du parti d'extrême droite, Pouvoir juif, Itamar Ben-Gvir,
a pris la tête d'un super ministère de la Sécurité nationale. Dans le passé, ce militant, lui aussi de la colonisation juive, qui habite lui aussi dans une colonie de Cisjordanie, a été condamné pour incitation au racisme, soutien à des organisations terroristes juives. Et il se dit partisan du transfert d'une partie de la population arabe d'Israël vers les pays voisins. Dans l'accord de coalition conclu avec ces partis, Netanyahou s'est engagé explicitement à promouvoir une politique, je cite, par laquelle la souveraineté sera appliquée à la Judée et à la Samarie. Ainsi, sans utiliser le terme, le gouvernement de Netanyahou déclare vouloir mettre en œuvre une politique d'annexion. Il y a aujourd'hui 151 colonies en Cisjordanie dans lesquelles résident 475 000 Israéliens. Smotrich a annoncé en mai dernier son intention de doubler leur nombre pour atteindre 1 million de colons. Il faut ajouter les 230 000 habitants des colonies construites autour de Jérusalem-Est. Ainsi, sur les 7 millions de juifs israéliens, les colons en représentent donc aujourd'hui autour de 10%. Un poids numérique considérable qui leur permet de peser fortement dans la vie politique. C'est presque toujours installé sur des collines de façon à dominer les zones environnantes où vivent les Palestiniens. Ces colonies ont fini par devenir de véritables villes, avec des dizaines de milliers d'habitants pour certaines d'entre elles. Pour se faire entendre, elles se sont regroupées et ont constitué des structures administratives qui ont fini par bénéficier d'une reconnaissance officielle pour formuler leurs demandes auprès des pouvoirs publics, organiser la réalisation des projets et gérer les budgets qui leur sont alloués. Depuis des dizaines d'années, les colons créent de nouvelles implantations sans attendre l'autorisation officielle du gouvernement, en chassant les Palestiniens de leurs terres, en se livrant à des agressions répétées et à de véritables pogroms pour les terroriser. Ils imposent ensuite que ces implantations soient raccordées au réseau électrique et autoroutier. Tous les gouvernements israéliens, quelle que soit leur couleur politique, ont presque toujours reculé face aux pressions des colons. Face à cette politique, la situation est devenue explosive en Cisjordanie, où les manifestations de colère des Palestiniens se sont multipliées durant l'année 2022. Les autorités israéliennes ont répondu par une répression de plus en plus violente. Il faut aussi ajouter les arrestations particulièrement nombreuses. D'après les services pénitentiaires israéliens, il y avait au 1er novembre, donc après toute une vague d'arrestations qui a suivi le 7 octobre aussi, près de 7000 Palestiniens en détention. Mais d'après les organisations palestiniennes, il y aurait plus de 10 000 Palestiniens en détention. Et plus de 2000 d'entre eux le sont au titre de la détention administrative, qui peut être arbitrairement prolongée sans aucune limite et sans aucun procès. En Israël même, la situation est devenue de plus en plus explosive. Pendant longtemps, Israël s'est enorgueilli d'avoir accordé des droits politiques et des possibilités de promotion sociale auprès de 2 millions d'Arabes israéliens qui représentent 20% de sa population. Dans les établissements de santé, aujourd'hui, ils représentent près de la moitié du personnel, médecins, infirmiers et employés. Mais en réalité, ils sont restés des citoyens de seconde zone au sein d'un État qui le leur a fait de plus en plus sentir ces dernières années. Dans les villes qui sont restées mixtes, comme on dit, où vivent des Juifs et des Arabes, les autorités ont fait venir des colons de Cisjordanie, leur accordant des logements et des subventions pour maintenir une majorité juive parmi les habitants. La colère s'est accumulée parmi les Palestiniens au sein même des villes israéliennes. À l'occasion d'une nouvelle campagne de bombardement de Gaza, de violentes émeutes y ont éclaté en mai 2021 pour la première fois depuis la création d'Israël. Elles ont été suivies, ces émeutes, par des lynchages de Palestiniens et des destructions de magasins et de lieux de culte organisés par des groupes d'extrême droite, appuyés parfois par la police. Et depuis le 7 octobre, ces milices d'extrême droite se sont multipliées, armées par le ministre de la Sécurité nationale, Ben Gvir. Alors la politique de Netanyahou vis-à-vis des Palestiniens s'inscrit dans le fond dans la continuité
de celle de ses prédécesseurs depuis 75 ans. Elle l'a aggravée, mais c'est aussi la continuité. Cela se résume à faire croire à la population israélienne qu'il suffira d'être capable de parler le langage de la force, d'avoir l'armée la plus moderne, la plus forte pour garantir la sécurité d'Israël. Et l'État d'Israël a été capable de développer l'armée la plus puissante du Moyen-Orient qui s'appuie sur sa capacité à mobiliser sa population. On a pu voir comment, après le 7 octobre, l'État a été capable de mobiliser en un temps record plus de 350 000 soldats. Mais cela implique que les Israéliens doivent vivre l'arme au pied, toujours prêts à partir se battre. L'armée, considérée comme l'armée du peuple, occupe une place centrale dans la vie des Israéliens. Les appelés sont astreints à un service militaire d'une durée de 24 mois pour les femmes et de 32 mois pour les hommes, et beaucoup effectuent des périodes de réserve 1 mois par an. C'est toute une partie de la société et de la vie sociale qui se retrouve ainsi imprégnée des valeurs de l'armée. Le poids acquis par l'extrême droite est aussi une conséquence de cet enrégimentement des individus. Entretenir un tel appareil militaire a un coût auquel Israël ne pourrait pas faire face sans l'aide américaine, qui se monte à 4 milliards de dollars par an, le montant le plus élevé accordé à un allié des États-Unis. Mais malgré le montant de cette aide, l'État israélien est obligé d'y consacrer une partie importante de son budget pour acheter des missiles, des munitions, les 3 sous-marins commandés l'an dernier à l'Allemagne, etc. Face à de telles dépenses, l'État israélien doit faire des économies, mais sans diminuer le financement de la colonisation de la Cisjordanie. Eh bien, cela l'a amené à réduire fortement le système de protection sociale ces dernières années, avec pour conséquence de faire d'Israël l'un des pays développés où le taux de pauvreté est le plus élevé. D'après un rapport officiel, 20% de la population israélienne vivrait en dessous du seuil de pauvreté. La population israélienne paye chèrement le prix de la politique coloniale et militariste de ses gouvernements. Et une partie d'entre elles en a quand même conscience. Pendant les 9 premiers mois de cette année, des manifestations ont eu lieu tous les samedis dans les principales villes d'Israël. Elles ont montré qu'une partie importante de la population ne se reconnaissait plus dans la politique de son gouvernement. Les manifestants s'opposaient à un projet de réforme du système judiciaire élaboré par Netanyahou afin de tenir les promesses faites à ses alliés d'extrême droite et probablement aussi pour lui éviter de passer en jugement pour des affaires de corruption. Ce texte prévoyait en effet de diminuer les pouvoirs de la Cour suprême. Or, cette institution est souvent apparue comme un relatif contre-pouvoir, notamment pour s'être parfois opposée à la création de certaines colonies ou à certains mouvements religieux. Une partie de la population s'est inquiétée de la volonté du gouvernement d'accroître son pouvoir au travers de cette réforme, d'autant plus qu'avec le poids acquis en son sein par l'extrême droite, eh bien, il y avait toutes les raisons de s'attendre à des attaques contre les droits des femmes, des homosexuels et d'une façon générale contre les libertés publiques. Parmi les initiateurs des manifestations, on trouvait de nombreuses personnalités de premier plan, des anciens ministres, des ex-dirigeants des services de sécurité, des généraux à la retraite. Cela explique les limites politiques que les organisateurs de cette mobilisation ne voulaient pas dépasser. Pour eux, la mobilisation devait se limiter à mettre en avant le mot d'ordre de défense de la démocratie. Certains n'y voyaient, en fait, qu'une occasion d'affaiblir Netanyahou dans l'espoir de pouvoir ainsi accéder au pouvoir. Il n'était nullement question d'aller plus loin et en particulier de remettre en cause la politique menée à l'égard des Palestiniens. Mais au travers de ces manifestations, une partie de la population exprimait tout de même son hostilité aux colons et à leurs organisations et à l'évolution qu'ils imposaient à la société israélienne. Après les attaques lancées par le Hamas le 7 octobre, la situation a complètement changé. À la volonté de contester le gouvernement a succédé le sentiment qu'il fallait serrer les rangs derrière lui. Un cabinet d'union nationale a été formé, intégrant Benny Gantz, ancien chef d'état-major et l'une des principales figures de l'opposition à Netanyahou.
Le gouvernement reste en place, mais tant que dureront les opérations militaires, c'est ce cabinet de guerre qui dirigera le pays. Netanyahou peut faire la guerre aux Palestiniens en bénéficiant, grâce au Hamas et à ses attaques, d'un soutien populaire qu'il avait perdu. Les populations palestiniennes et juives israéliennes vont payer chèrement, pour de longues années, les conséquences de ce nouveau bain de sang. Sortir de cet enchaînement sans fin de guerre nécessitera de rompre avec les politiques qui ont conduit les deux peuples dans une impasse. Une partie de la population israélienne a exprimé à plusieurs reprises ces dernières années son inquiétude, sa volonté de sortir de ce cycle infernal de guerre. Et elle a su le faire contre son gouvernement. Elle l'a fait lors de la guerre du Liban au début des années 1980, après les massacres de Sabra et Shatila, et plus récemment contre Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite. Actuellement, malgré l'état de guerre, on voit bien que Netanyahou ne bénéficie pas d'un soutien unanime. Alors il y a de la place dans cette région pour que les deux peuples vivent et coexistent en paix, car c'est certainement la volonté de la majorité d'entre eux. Mais cela ne pourra se faire qu'à la condition de reconnaître à chacun des peuples le droit à son existence nationale, à commencer par celle des Palestiniens qui depuis 75 ans sont opprimés. Le programme sioniste consistant à vouloir imposer un État juif aux populations arabes a conduit à une terrible impasse. Cet État, censé être, d'après les sionistes, le seul moyen d'offrir une protection aux Juifs contre les persécutions, a conduit à bâtir en Israël et Palestine un système d'oppression et d'apartheid qui ne garantit aux Juifs aucune sécurité, comme on peut le voir aujourd'hui, et dans lequel les Juifs eux-mêmes se retrouvent à craindre pour leur liberté. Quant aux Juifs du reste du monde, ils n'ont pas été davantage protégés de l'antisémitisme depuis la création d'Israël. On voit actuellement comment ils peuvent se retrouver abusivement tenus responsables de la politique du gouvernement israélien que beaucoup sont loin d'approuver. Alors il faut le réaffirmer. Aucune paix et aucune sécurité ne sera assurée aux Juifs d'Israël et du monde tant que les Palestiniens seront opprimés et tant que la politique de colonisation se poursuivra. Un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être un peuple libre. Du côté des Palestiniens, le combat se limitant à revendiquer la création d'un État palestinien a conduit lui aussi à une impasse. Dans le cadre du système impérialiste, il ne pourra que ressembler à ce qu'est aujourd'hui l'autorité palestinienne. On a vu comment il pourrait permettre à une minorité de bourgeois de s'enrichir, mais par contre, il ne pourrait pas répondre aux besoins et aux intérêts des masses palestiniennes les plus pauvres, celles qui vivent dans des camps de réfugiés, dans des villages de Cisjordanie et de Gaza. Et que dire de ceux qui vivent dans les camps du Liban et de Jordanie, qui revendiquent légitimement un droit au retour, et en tout cas le droit de pouvoir vivre ailleurs que dans des camps de réfugiés. À tout cela, un État palestinien, réduit aux limites de la Cisjordanie et de Gaza, n'aurait rien à offrir. Même pas la fin de l'oppression nationale, car la création d'un tel État ne mettrait pas fin à la politique de domination et d'agression militaire des gouvernements israéliens. En tant que communistes révolutionnaires, nous reconnaissons le droit à chaque peuple, les Palestiniens comme les Juifs israéliens, d'avoir sa propre existence nationale sous la forme qu'il aura choisie. Mais dans le cadre de l'impérialisme, du découpage et des frontières qu'il a imposées aux peuples de la région et de l'oppression dans lesquelles il les maintient tous, la réalisation d'une telle perspective est impossible. Pour que cela devienne possible, il faudra que les travailleurs prennent la tête de la lutte des peuples du Moyen-Orient avec l'objectif de renverser les classes dirigeantes de la région, celles d'Israël, mais aussi celles des États arabes.
Parce que la classe ouvrière est la seule classe révolutionnaire à notre époque, la seule classe qui n'a rien à gagner au maintien de ce système fondé sur l'exploitation, de ce système qui ne cesse de produire et d'entretenir les inégalités et de multiples formes d'oppression sociale et nationale. Et parce que c'est une classe internationale, elle est la seule qui n'a rien à gagner au maintien des États nationaux qui servent à défendre les intérêts des possédants. Une telle révolution devra s'intégrer au combat de tous les travailleurs du monde pour renverser l'impérialisme. Il deviendra alors possible de bâtir une organisation politique et sociale répondant aux intérêts des travailleurs et des exploités, dans laquelle la production de richesses sera déterminée par les besoins du plus grand nombre. Et cela ne pourra se faire qu'en créant une véritable fédération socialiste des peuples du Moyen-Orient et du monde. Cette classe ouvrière, capable de mener un tel combat, elle existe au Moyen-Orient. Ce sont les travailleurs palestiniens, ceux qui se font exploiter par des patrons palestiniens en Cisjordanie. Les 150 000 Palestiniens qui, avant la guerre actuelle, allaient quotidiennement en Israël travailler sur les chantiers et dans les restaurants. Ce sont les travailleurs israéliens, dont une partie ont fait grève il y a quelques mois contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement de Netanyahou, et qui, comme tous les travailleurs du monde, doivent faire face à l'exploitation, et notamment actuellement à la conséquence de la hausse des prix. Ils ne sont pas seulement juifs, car il y a aujourd'hui plus de 200 000 travailleurs immigrés en Israël, venus de Roumanie, de Thaïlande, des Philippines, d'Érythrée et du Soudan. La classe ouvrière, elle existe en Israël, et elle est internationale, comme partout ailleurs dans le monde. Alors cette classe ouvrière est divisée. Tous ne connaissent pas les mêmes conditions de vie. Elle est aussi divisée par le régime d'apartheid de fait que l'État israélien a instauré. Mais partout, et à toutes les époques, il a toujours fallu que des militants se battent avec l'objectif d'unir les travailleurs dans une même lutte et dans les mêmes organisations. Cela a été le premier combat des militants du mouvement ouvrier naissant. Et cela a été le combat du mouvement communiste fondé par Marx en 1848 dans le manifeste du Parti communiste, définissant ce qui distinguait les communistes de tous les autres partis ouvriers. Marx écrivait, je cite, « Dans les différentes luttes nationales des prolétaires, les communistes mettent en avant et font valoir les intérêts indépendants de la nationalité et communs à tout le prolétariat. » Alors, en tant que communistes révolutionnaires, nous avons à affirmer aujourd'hui que de Tel Aviv à Ramallah, de Beyrouth au Caire, tous les travailleurs ont les mêmes intérêts et doivent s'unir dans une lutte commune contre Netanyahou et contre le Hamas pour renverser l'impérialisme et tous leurs exploiteurs, et que cette lutte est celle des travailleurs du monde entier. Pour que les travailleurs puissent mener ce combat révolutionnaire jusqu'au bout, jusqu'à la prise du pouvoir, ils auront besoin d'un parti se fixant consciemment cet objectif, dont le programme soit celui du communisme révolutionnaire, du trotskisme. Et s'il y a quelque chose que démontrent les événements au Moyen-Orient, c'est que les travailleurs ont besoin d'un parti mondial de la révolution. Alors nous sommes convaincus que ces idées finiront par donner naissance à de tels partis parce qu'elles représentent l'avenir et le seul espoir pour les peuples du Moyen-Orient comme pour toute l'humanité. Notre responsabilité, à nous, ici, qui ne pouvons pas influer sur les événements du Moyen-Orient, c'est au moins de mettre en avant cette perspective et de contribuer, ici, à notre échelle, en y mettant toute notre révolte et toute notre énergie militante à construire le parti révolutionnaire qui manque à la classe ouvrière.